Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actu du front. La France va-t-elle devoir s'équiper du HIMARS américain ? À l'instar de nombreux autres domaines, l'artillerie à longue portée a été largement réduite au sein de l'armée de terre française au cours des années 2000 et 2010, les dirigeants de l'époque pensant que les engagements de haute intensité entre grandes puissances étaient révolus et que la force aérienne était à elle seule capable d'apporter des capacités de frappe dans la profondeur. Dans ce domaine, les enseignements émanant des 8 premiers mois de la guerre en Ukraine montrèrent que cette capacité s'avérait en fait décisive. En effet, alors qu'une grande partie des forces aériennes était neutralisée par la présence massive de défense solaire de part et d'autre, l'arrivée des premiers systèmes HIMARS aux côtés d'autres systèmes d'artillerie modernes, comme les César français, marqua un basculement net du rapport de force offensif en faveur de l'Ukraine. Avec une petite dizaine de LRU, le manque chronique d'artillerie longue portée est un problème d'actualité en France et fait d'ailleurs partie des principaux axes de progression identifiés dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire 2023-2029 en cours de préparation. Si la France semble avoir compris l'intérêt majeur de systèmes d'artillerie longue portée, elle va faire face à un problème de taille, puisque l'industrie française ne produit pas ce type de matériel. De par sa grande expérience en matière de systèmes balistiques, la France dispose largement des connaissances techniques pour concevoir un système comparable, voire supérieur à l'HIMARS ou au K-239 sud-coréen. L'idée d'un HIMARS français a d'ailleurs été étudiée un temps dans les rangs industriels français, mais le projet, construit semble-t-il à partir d'un châssis de César, n'a pas dépassé le stade de la planche à dessin. Elle pourrait, dès lors, se tourner vers une solution étrangère, comme elle l'avait fait dans les années 90 pour les M270. Mais là encore, la France va être confrontée à un problème de taille. À supposer que la France passe commande de systèmes américains ou coréens, elle ne fera que s'ajouter à une longue liste de clients. La Pologne ayant justement commandé des K-239 car Lockheed Martin ne pouvait pas fournir les 500 HIMARS demandés dans un temps raisonnable. Face à une demande croissante, Lockheed Martin a d'ailleurs décidé la mise en place d'un plan d'accélération en coordination avec sa chaîne de sous-traitance. L'industriel américain espère à terme doubler sa capacité de production pour parvenir à sortir 96 HIMARS par an à compter de l'été prochain, contre 48 début 2022. Il y aurait la solution du rétrofit. Si on en croit la page Wikipédia du M270, la France en aurait acquis 57 à l'époque. Les avons-nous encore ? Si oui, leur état permet-il un rétrofit pour un coût raisonnable ? Et si un rétrofit est possible, en combien de temps celui-ci est-il réalisable ? Si vous connaissez le sujet, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, ça m'intéresse grandement. Comme on peut le voir, quelle que soit la solution choisie, il y a de très grandes chances pour que la France ne dispose pas de plus d'artillerie longue portée avant au moins 5 ans. Si ce délai est une mauvaise nouvelle pour l'armée française, il pourrait en revanche être une chance pour notre industrie de défense. 5 ans, c'est extrêmement court pour un projet de défense, certains diraient même irréalisable. Le projet HIMARS ayant par exemple débuté en 89 pour une entrée en service en 2005. Si la France ne peut pas se permettre d'attendre 16 ans, ce délai n'est pas fixe et le K-239 sud-coréen en est le parfait exemple. En effet, le développement du K-239 a commencé en 2009 et s'est achevé en 2013 pour une entrée en service en 2015, soit seulement 7 ans plus tard, et le tout pour un coût total de seulement 110 millions de dollars. Si les Coréens ont été capables de produire un modèle local en si peu de temps, l'industrie française en sera aussi capable, à condition bien sûr que la volonté politique soit là. Il est intéressant de noter qu'un programme de remplacement des LRU français avait été lancé en 2017, mais que celui-ci est mort-né, le CIF pour Common Indirect Fire System, un programme de plus à ajouter à la longue liste des fumisteries du couple franco-allemand. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Continuons notre épisode en Ukraine, où la marine russe a subi une attaque dans le port de Sébastopol. En effet, on a pu découvrir récemment sur les réseaux sociaux des vidéos de caméras embarquées de drones navals se dirigeant vers des navires russes. Pour le moment, il n'est pas possible de connaître précisément les résultats de ces attaques, cependant, et malgré un rapport de force largement défavorable, la marine ukrainienne a visé à 2 reprises le navire amiral d'une puissante force navale. Il semblerait que la frégate amiral Makarov ait subi des dommages, ainsi que le dragueur de mine Ivan Golubet. Alors que les forces russes savent depuis septembre que la marine ukrainienne a des drones navals en sa possession, celle-ci en ayant récupéré sur une plage de Crimée,
il est très étonnant qu'aucune mesure n'ait été prise pour écarter une telle menace. À la suite de cette attaque, la Russie a décidé de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, Moscou prétendant que les drones navals auraient navigué dans la zone de sécurité du corridor céréalier et que l'un d'eux aurait été mis à l'eau par un des navires civils affrétés par Kiev. Quoi qu'il en soit, cette attaque a probablement fait plus de dégâts que ceux admis par Moscou, c'est du moins ce que suggèrent les plusieurs vidéos diffusées via les réseaux sociaux. À la suite de cette attaque, la Russie a rechangé d'avis en indiquant que le transport de céréales pourra reprendre dès ce mercredi 2 novembre dans les couloirs prévus à cet effet en mer Noire, la Russie ayant réintégré à la mi-journée l'accord la liant avec l'Ukraine. Selon un communiqué du ministère de la Défense russe, l'Ukraine a donné des garanties écrites qu'elle n'utiliserait pas le corridor céréalier de la mer Noire pour des actions militaires contre la Russie. Ces garanties ont été obtenues grâce à la médiation de la Turquie et de l'ONU, précise le communiqué. Finissons cet épisode avec l'hélicoptère NH-90, puisque la Suède souhaite elle aussi se séparer de ses appareils. L'histoire de cet hélicoptère commence au milieu des années 80, quand la France, la RFA, les Pays-Bas et l'Italie entreprirent de co-développer un nouvel hélicoptère moyen destiné à la fois à remplacer les hélicoptères de transport de troupes et les appareils spécialisés dans la lutte anti-sous-marine à bord des frégates. La Grande-Bretagne rejoignit le programme en 87, mais s'en retira rapidement pour développer son propre appareil, le Merlin. En 1992 fut ainsi créé le consortium NHI pour NATO Helicopter Industry. En 2001, le Portugal rejoignit le consortium, suivi quelques mois plus tard par la Finlande, la Suède et la Norvège. Doté de performances avancées, notamment en termes d'autonomie, de commande de vol électrique et d'une avionique très moderne, l'hélicoptère remporta plusieurs succès sur la scène internationale, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Grèce, en Espagne, à Oman ou au Qatar. Au total, 566 appareils ont été commandés par 14 pays, dont 418 en version de transport terrestre et 148 en version navale. En dépit de ces succès commerciaux, le programme européen rencontra de très nombreuses difficultés, avec notamment des délais et des surcoûts importants. De plus, plusieurs utilisateurs se sont régulièrement plaints de la faible disponibilité de leurs appareils, ainsi que des coûts excessifs de mise en œuvre et de possession, dépassant les 10 000 € par heure de vol. Il semble également que plusieurs forces armées aient rencontré d'importantes difficultés pour entretenir leurs appareils, comme dans la gestion de leur stock de pièces détachées, ainsi que dans les délais de modernisation des hélicoptères. Ces difficultés ont amené en 2020 la Belgique, puis l'Australie, à annoncer le retrait de certains de leurs appareils, alors qu'en juin 2022, Oslo annonça carrément sa décision de rendre au consortium NHI l'ensemble de ses 14 NH-90. L'hélicoptère ne parvenant à assurer que 40% du contrat opérationnel prévu, et c'est donc maintenant au tour de Stockholm d'envisager très sérieusement de se séparer de ces appareils. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.